Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints par Gilbert Doctorow, historien, analyste des affaires internationales et également auteur de War Diaries, The Russia-Ukraine War. Je l'ai toujours avec moi, c'est un excellent livre et je le recommande vivement. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous voyons que le président Poutine vient de prononcer un discours au club de discussion Valdai à Sochi. Beaucoup de gens attendaient ce discours avec une certaine appréhension en raison de l'époque dangereuse dans laquelle nous vivons. De plus, lors de ces discussions annuelles de Valdai, il consacre généralement 4 heures à discuter de tous les événements mondiaux. Donc, beaucoup de regards étaient tournés vers cette réunion. Aussi parce que, bien sûr, la guerre par procuration entre l'OTAN et la Russie continue de s'intensifier, alors que l'armée ukrainienne subit de plus en plus de pertes sur le champ de bataille. Nous voyons maintenant des discussions autour des Tomahawk, avec les États-Unis qui fournissent des missiles à longue portée. Non, il s'agit aussi de renseignements à longue portée pour mener ces frappes à distance. Nous voyons le Financial Times rapporter que les Britanniques sont déjà impliqués dans des attaques en profondeur à l'intérieur de la Russie, en coopération avec les Ukrainiens. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une pression croissante sur Poutine pour rétablir la capacité de dissuasion de la Russie. Et dans une large mesure, on a l'impression qu'il n'a pas répondu à cette attente. Ai-je raison? Yes, you're correct. I was deeply disappointed. Oui, vous avez raison. J'ai été profondément déçu par sa présence à la réunion du club de discussion de Valdai à Sochi. Même si je l'ai suivi de loin, il y avait une couverture complète, avec un certain retard, assurée par plusieurs chaînes YouTube différentes. Je ne peux pas dire que j'ai regardé les 4 heures en entier. Il fallait beaucoup de patience pour cela. Et je doute que beaucoup de mes pairs y aient consacré plus qu'un court moment, utilisant le sujet pour projeter ce qu'ils voulaient entendre, mais qu'en réalité, ils n'ont pas entendu. Hier, en consultant YouTube, et bien sûr, YouTube propose des suggestions et recommandations pilotées par l'IA, connaissant vos préférences, je reçois chaque jour un menu de chaînes YouTube, et elles parlaient toutes de façon constante de Poutine menace, Poutine avertit, Poutine dénonce. Et ils ont donné l'impression qu'il faisait ce que tout le monde attendait de lui. Mais en réalité, il ne l'a pas fait. Ou, dans la mesure où il a lancé des avertissements, ils étaient tellement vagues, tellement indéfinis, qu'ils n'avaient aucune signification. De plus, le fait le plus important est que l'avertissement, la ligne rouge très claire qu'il a décrite il y a 1 an et 2 mois, lors de plusieurs interviews, concernait l'utilisation d'armes à longue portée, des missiles américains ou d'autres pour frapper en profondeur à l'intérieur de la Fédération de Russie. Il a dit très clairement que si un pays fournissait cela. Et pourtant, tout d'abord, les États-Unis, car les missiles en question, ils n'ont pas été nommés comme des Tomahawks, mais il était connu que tous les missiles frappant la Russie depuis l'Ukraine sont en réalité ciblés et contrôlés par des États membres de l'OTAN. Il a dit spécifiquement que si des missiles à longue portée étaient fournis à l'Ukraine et qu'ils frappaient la Russie, alors la Russie considérerait le pays fournissant ou livrant de tels missiles à l'Ukraine comme un co-belligérant. Une co-belligérance pour laquelle la Russie se réserverait le droit de riposter militairement. Ce n'est pas ce que nous avons entendu jeudi. Cet avertissement très clair et très strict adressé aux États-Unis a été effacé. À la place, ce que nous avons entendu, c'est bien, si les États-Unis fournissent ces missiles, ils ne changeront vraiment pas la situation sur le champ de bataille, même s'ils sont impressionnants. Ils sont dépassés. Et plus important encore, ce qu'ils feront, c'est gâcher notre relation naissante, annuler la lumière au bout du tunnel. Oh, mon Dieu,
cela ne revient pas à qualifier les États-Unis de co-belligérants. Si cela avait été la seule chose que Poutine avait dite lors de cette réunion, j'aurais peut-être essayé de lui trouver des excuses. Mais, de mon point de vue, la situation était bien pire, et aucun de mes confrères n'en parle. Mes confrères, dans des émissions très suivies, présentent Poutine comme un gentleman, comme l'adulte responsable dans la pièce, et ainsi de suite. Ils tiennent le même discours à son sujet depuis des années. Et ils ignorent, volontairement ou non, ils ignorent ce qui s'est passé à Valdai. À savoir, ces tentatives tellement évidentes de se faire bien voir de Donald Trump, que je dirais qu'il a sacrifié la souveraineté russe sur le moment. Que veut-on dire par là? Eh bien, il y a eu son long hommage à Charlie Kirk, la longue discussion sur le fils d'un directeur, ou plutôt d'une directrice de la CIA, qui est mort en tant que soldat russe en combattant pour la Russie dans le Donbass. Mais plus encore, sa réponse à une question du public. Que pensez-vous du plan de paix en 20 points du président Trump? Et il a dit, comme Poutine l'a dit, cela va peut-être vous surprendre, mais je l'approuve, et je pense qu'il a beaucoup de mérite. Bien sûr, j'ajouterais qu'il devrait spécifiquement reconnaître la solution à 2 États. Puis il a poursuivi, car la question portait aussi sur la désignation de Tony Blair au Conseil d'administration provisoire. Le Conseil d'administration intérimaire, je crois qu'il l'a appelé un Conseil de paix, que Trump présiderait et qui gérerait les affaires à Gaza jusqu'à ce qu'il soit déterminé que les Palestiniens puissent se gouverner eux-mêmes. Eh bien, Tony Blair au Conseil de paix. Tony Blair on the peace board. Tony Blair, the unindicted war criminal, the man who Tony Blair, le criminel de guerre non inculpé, l'homme qui a encouragé Bush à financer son invasion meurtrière et illégale de l'Irak en violation de toutes les dispositions de la Charte des Nations Unies. Cet homme a ensuite été loué par Vladimir Poutine comme un homme d'État expérimenté, une personne avec laquelle il avait des contacts personnels et une relation remontant au début du nouveau millénaire. Lorsqu'il a passé 1 ou plusieurs jours dans la résidence de Blair et qu'ils ont partagé un café en pyjama, un détail révélateur. Mais je me demande simplement comment nous pouvons concilier cette déclaration avec l'image de M. Poutine en défenseur du tiers-monde, des membres des BRICS, des Palestiniens. Cela ne correspond pas à la réalité. C'est comme je le dis, un sacrifice de la souveraineté russe pour lequel la Russie pourrait payer cher. Et nous aussi, à cause de cela, nous nous retrouvons sur la voie de la Troisième Guerre mondiale. Oui, eh bien, c'était aussi l'un de mes principaux constats. Il semblait que le message principal qu'il voulait faire passer était de montrer que l'objectif principal de la Russie est que la Russie et les États-Unis continuent d'améliorer leurs relations, tout en indiquant clairement que la Russie en a fini avec les Européens. Il a utilisé des mots comme les qualifier de « bizarres », et il y a maintenant, eh bien, je pense que tout le monde reconnaît qu'il y a un vide stratégique en Europe et il ne voit aucun moyen d'y remédier, mais il n'en a pas envie non plus. C'est donc, en quelque sorte, le point principal qu'il voulait mettre en avant. Mais j'ai partagé certaines de vos idées ou réflexions à ce sujet parce que, oui, j'étais là à Valdai et la veille nous avons rencontré Lavrov et on lui a aussi posé des questions sur les Tomahawks. Et il a eu la même attitude désinvolte. Ils ne vont rien changer. Mais c'est... D'accord, vous affichez de la confiance, mais ce n'est pas ce qu'il faut dire si vous voulez maintenir un effet dissuasif. On dirait presque qu'ils y invitent. Et je pense que cela peut être très dangereux, car si ces missiles ont plus d'impact que prévu, alors la Russie ripostera et nous aurons la guerre. Si les Tomahawks sont utilisés, les Allemands verront alors « Oh, peut-être que nous pouvons y aller aussi maintenant ». Et les Allemands seront alors certainement frappés par la Russie. Donc je pense que c'est presque un ton doux, mais cela pourrait malgré tout accroître le risque de guerre.
Comme vous l'avez mentionné, célébrer les Américains. Donc, Charlie Kirk, vous savez, est un héros, tout comme les conservateurs russes. Il a fait l'éloge des Américains qui combattent aux côtés de la Russie en Ukraine. Et Trump, bien sûr, je pense qu'il a un peu trop insisté sur la facilité à travailler avec lui et sur l'authenticité de tout cela. Je pense que l'expérience européenne montre qu'il ne faut pas trop s'incliner devant Trump, car c'est le genre de personne qui achète ses ennemis et vend ses amis. Il est très... Eh bien, si vous le flattez trop, il vous possède. Donc je pense que c'est aussi ce que vise le système international. Et ce qui a été efficace, c'est ce que les Indiens ont fait, résister un peu. Donc je pense que cela ne peut qu'encourager davantage Trump. Je ne pense pas que cela ait été utile non plus. Le seul point sur lequel je serais peut-être en désaccord avec toi, c'est la question de Tony Blair, parce qu'il a en quelque sorte exprimé une certaine aversion pour Blair. Et puis la seule chose positive qu'il a pu dire, c'est « Ouais, il a un bon café ». Je veux dire, c'est vraiment le pire. Ce n'est pas un grand compliment à faire à quelqu'un, mais peut-être que je l'ai mal interprété. Juste pour finir, j'ai parlé à différentes personnes dans le public, avant et après, beaucoup d'ambassadeurs et de généraux, surtout étrangers, et pour eux, tout cela était purement académique. Beaucoup ont eu la même impression. Ils s'attendaient à ce que la Russie doive vraiment venir avec un message affirmant qu'elle allait rétablir sa capacité de dissuasion de manière authentique. C'est ce que j'ai entendu avant, et c'est la vis de base que je suis, un répondu sur sa attente. It didn't deliver what they had expected. We are in a world of realpolitik. Nous vivons dans un monde de realpolitik, où il y a très peu de place pour les relations personnelles, ou la nostalgie des relations passées, ou des affinités culturelles supposées. C'est un monde dynamique, en constante évolution, en perpétuel changement. Et c'est quelque chose que les partenaires de la Russie doivent prendre en compte. Et M. Poutine n'a pas aidé par sa présentation à Valdai. J'étais à la radio indienne hier, et les Indiens suivaient les propos de M. Prahl. Poutine à Sochi concernant son soutien à l'Inde face aux sanctions secondaires américaines. En faisant référence à leur longue histoire de relations avec la Russie, remontant à l'Union soviétique et au soutien soviétique à l'Inde dans les moments difficiles, comme en 1972. Tout cela est très bien. Mais si l'on prête attention à ce rétropédalage que j'ai mentionné il y a un instant, du tracé de lignes rouges franches à des lignes très floues et imprécises, on peut se demander quelle est la valeur des garanties de M. Poutine. Eh bien, je n'ai pas à me poser la question. Vous ne pensez pas qu'ils valent grand-chose. Et c'est pareil pour l'Iran. J'ai été interviewé sur Press TV en Iran, et la question était « Que pensez-vous de M. Poutine lorsqu'il soutient le plan de Trump ?» D'ailleurs, c'est aussi le cas de l'Inde. Donc l'Iran, au sein des BRICS, se retrouve dans une position difficile. Leurs alliés proches sont de l'autre côté de la barrière, sur une question qui revêt une grande importance pour l'Iran. L'aspect personnel a été évoqué à plusieurs reprises, qu'il avait de bons rapports avec Trump, qu'il est un bon interlocuteur, qu'il sait écouter. Très bien. Mais dans l'ensemble, lorsque Poutine s'efforce autant de s'attirer les faveurs de Trump, il ne peut obtenir que de la satisfaction, ce qui n'est pas une base solide pour une relation durable. Which is not a good basis for a durable relationship. Je me demandais aussi si la Russie ne se laissait pas un peu bercer par un faux sentiment de sécurité, car il a passé pas mal de temps à expliquer pourquoi la guerre est plus ou moins presque terminée. Il a examiné les taux d'attrition et les pertes subies par l'armée ukrainienne, tant en hommes qu'en matériel, et pourquoi il n'est pas possible de les remplacer. Donc, en gros, il s'appuyait sur des chiffres et des statistiques pour montrer que cela risque de se terminer plus tôt que prévu. Mais je pense que ma réserve à ce sujet serait que
Même si je suis d'accord avec cette analyse, il y a d'autres variables en jeu qui ne resteront pas constantes dans le temps. Par exemple, les Européens se préparent à une guerre plus directe. Il y a aussi la saisie de navires et la discussion autour du blocage des routes commerciales, ce qui constitue un acte de guerre. Il y a également ces menaces contre Kaliningrad. Il est possible que l'économie russe commence à se détériorer dans quelques mois. Qui sait? Il est possible que la Chine et l'Inde ne puissent pas résister indéfiniment aux pressions américaines. Je ne dis pas que cela va arriver, mais il y a beaucoup de variables inconnues. Et même si la Russie est actuellement en position favorable dans cette guerre, cela ne veut pas dire qu'elle le sera encore dans 6 ou 12 mois. Cela soulève donc la question: pourquoi continue-t-il, à mon avis, à traîner les choses? Ils connaissent un certain succès en ce moment, mais si quelque chose tourne mal, étant donné que la Russie considère cela comme une menace existentielle, il pourrait être amené à utiliser l'arme nucléaire si la situation devenait catastrophique. Je dis simplement que cela me semble étrange que ce soit la variable principale sur laquelle se concentrer. Ils devraient avoir recours à l'arme nucléaire, ou bien ils devraient changer de dirigeant. Cela ne devrait pas être exclu du débat. Mais je pense que Poutine regardait dans la mauvaise direction, tout comme Lavrov. La question n'est pas de savoir si les Tomahawk ou les missiles allemands Taurus vont changer la situation sur le champ de bataille. Non, ils vont changer l'opinion publique, là où la guerre commence et se termine. Si la Russie est frappée par un Tomahawk, si un grand centre de population est touché par un Taurus, eh bien, peu importe ce qui se passe sur le front du Donbass, cela changera complètement la guerre et cela tournera très mal pour la direction russe. Le public, qui vit aujourd'hui très confortablement et gagne des salaires 3 fois supérieurs à ceux d'avant le début de la guerre, sera furieux face à une grève qui tue des civils dans n'importe quelle grande ville. Rendu possible par cette réponse faible que nous avons entendue à Sochi au plan américain d'envoyer des Tomahawks. Et je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que la véritable menace des Tomahawks, qui ne seront peut-être jamais livrés, c'est que ça ouvre la porte à Merz pour faire ce que Scholz n'a pas osé faire, car ils disent attendre que les Américains franchissent la porte en premier. Et concrètement, Donald Trump vient tout juste de franchir cette étape, même s'il ne fournit jamais un seul Tomahawk, ce qui signifie que la question n'est pas de livrer les Taurus à Kiev. Ils sont sûrement déjà là en grand nombre. La vraie question, c'est de les mettre en œuvre, de les utiliser. Et si cela se produit, eh bien, qui sait ce que M. Poutine dira alors? Peut-être que nos relations avec l'Allemagne en pâtiront. Il renonce à détruire la seule usine en Allemagne qui fabrique ces missiles Taurus. Cela ouvre beaucoup d'incertitudes. Et au lieu d'une clarification issue du discours que Dmitri Peskov avait annoncé comme important, nous avons de nouvelles incertitudes. Oui, il y avait beaucoup d'ambiguïté. Encore une fois, je ne suis pas sûr de savoir comment interpréter cet optimisme. Parce que si c'est trop calme, trop optimiste, ça donne un peu l'impression que la garde est baissée, qu'on ne va vraiment rien faire. Ou alors, il sait quelque chose que nous ignorons, si c'est la raison derrière tout ça. Parce que je vais à Valdai chaque année, et je ne l'ai jamais vu d'aussi bonne humeur. Il n'a pas arrêté de plaisanter tout le temps. Il était vraiment détendu, relax. Et aussi, vous savez, après, quand le président Poutine va en coulisses, j'entends dire qu'à l'écart du public et des caméras, il reste très optimiste, positif et heureux. Donc, je ne suis pas sûr. Il ne fait pas semblant. Oui, je pense que c'est authentique. Mais comme tu le dis, si c'est comme les Tomahawks, tu sais, rien n'est si important. C'est un peu étrange parce que,
encore une fois, pour revenir à cette histoire de complimenter Trump, je suis content qu'ils s'entendent bien, et c'est important que les deux plus grandes puissances nucléaires puissent s'entendre et réduire les tensions. Mais d'un autre côté, c'est un pays qui est maintenant plus ou moins en guerre avec la Russie. Ce sont leurs missiles. Avec leurs renseignements, ils ciblent les données, la guerre étant planifiée par leurs généraux, tuant des milliers de Russes. Et maintenant, ils parlent d'escalade, d'ouvrir le. Ils feraient le pire en inondant l'Ukraine de plus d'armes. Et si la seule réponse est « oui, c'est un bon gars, on peut travailler avec lui », je veux dire, il doit bien y avoir un équilibre quelque part où oui, on travaillera avec lui. On est content d'avoir de bonnes relations pour mettre fin à cette guerre. Mais en même temps, il doit y avoir une forme de dissuasion quelque part. J'ai pas forcément vu cet équilibre, je suppose. Eh bien, ce n'est pas ma découverte. Les Russes disent ouvertement que Trump est entouré d'ennemis. Et bien qu'ils puissent avoir une entente et une compréhension avec lui, ils sont conscients, c'est ce qui ressort de la télévision d'État russe, que Trump pourrait ne pas être en mesure de mener à bien ses programmes, en particulier sa réconciliation avec la Russie. Par conséquent, que Vladimir Poutine accorde autant de confiance à ce qu'il considère comme un accord avec Donald Trump pour normaliser les relations est pour le moins étrange. Je vois au moins 3 menaces majeures pour la Russie. Nous en avons beaucoup discuté. La première, ce sont les Tomahawks. Vous avez évoqué en passant la deuxième menace, qui est le blocus de la Baltique, l'interruption des routes commerciales. Et nous en voyons diverses manifestations. Il y a toute cette hystérie autour des soi-disant drones russes partout dans les États frontaliers de la Baltique d'ailleurs, et pas seulement dans des endroits comme la Roumanie. Ensuite, il y a la détention d'un capitaine et d'un second sur un pétrolier russe de la flotte grise par la France. C'est une manifestation de la tentative d'intimider la Russie, d'interrompre ses routes commerciales et d'établir un blocus aérien et maritime sur l'utilisation de la mer Baltique par la Russie. C'est, comme vous l'avez dit, un acte de guerre. Ce à quoi je m'attendais, c'est que Vladimir Poutine dise « Messieurs, si vous poursuivez dans cette voie, selon le droit international, c'est un acte de guerre et nous vous déclarerons la guerre le lendemain. » Il ne l'a pas fait. Tout ce qu'il a à faire, c'est de dire l'évidence. Messieurs, si vous utilisez, comme vous avez l'intention de le faire, les 145 milliards d'euros d'actifs d'État russes actuellement gelés chez Euroclear en Belgique comme garantie pour un prêt à l'Ukraine, prêt qui, selon vos propres termes, ne sera pas remboursé, à moins que la Russie n'accepte de payer un tribut, de capituler et de verser des réparations de guerre à l'Ukraine, c'est en réalité une confiscation de nos avoirs d'État. Selon le droit international, c'est un acte de guerre. Et nous vous déclarerons la guerre si vous allez de l'avant. Ce serait normal. Ce serait une menace. Ce qu'il a dit lors de sa séance de questions-réponses, ce n'était pas des menaces. Il réfléchissait à ce qu'il fallait faire. C'était une variante du refrain constant de Maria Zakharova. Pouvez-vous imaginer? Eh bien oui, nous pouvons désormais tout imaginer, ou presque. Oui, eh bien je suppose que la même sémantique peut s'appliquer à... Bon, il s'est avéré que ce n'était pas un navire russe, mais indépendamment de cela, un navire a été saisi par les Français. Les Français pensaient qu'il était russe, et leurs objectifs sont plus ou moins clairs. Ils veulent perturber le commerce russe. C'est la même raison pour laquelle les Européens participent également à des frappes en profondeur à l'intérieur de la Russie, sur son infrastructure énergétique. Ils veulent aussi perturber ses corridors de transport. Mais encore une fois, c'est un acte de guerre, et le président Poutine, a fait remarquer que, eh bien, c'est de la piraterie. C'est comme, oui, c'en est.
Mais condamner cela et souligner à quel point c'est dangereux, c'est une chose. Mais encore une fois, si l'objectif principal était de rétablir la dissuasion, cela a été un peu laissé de côté dans la conversation. Parce que si ce n'est qu'un seul navire, et puis plus jamais, oui, pourquoi s'engager dans une escalade, surtout qu'on est en train de gagner sur le champ de bataille? Mais tout l'enjeu, c'est que ces actions créent un précédent. Vous saisissez un navire, vous le relâchez peu après. Pas de problème, il n'y a pas de réaction de la part des Russes. Eh bien maintenant, vous pouvez recommencer. C'est la leçon qu'on a tirée de l'envoi d'armes. Rappelez-vous qu'au début, l'Occident ne voulait pas envoyer de chars, parce que cela était perçu comme trop provocateur, et vous savez, comme une implication directe de l'Occident. Les F-16, c'était censé signifier la Troisième Guerre mondiale. Mais aujourd'hui, on parle ouvertement de participer à des frappes en profondeur à l'intérieur de la Russie. Je crois que ma principale crainte, c'est l'illusion du contrôle de l'escalade, car il semble que nous n'ayons pas les mêmes hypothèses sur la façon de monter ou descendre l'échelle de l'escalade. Pour l'Occident, nous progressons lentement, un peu à la fois, et nous faisons marche arrière s'il y a trop de réactions virulentes. Mais les Russes, eux, ont tendance à ne rien faire, puis à réagir d'un coup avec force. Je crois que c'était autour du discours sur la Crimée, en 2014. Le président Poutine avait fait ce commentaire, disant « Vous savez, vous nous traitez comme un ressort. Vous nous repoussez de plus en plus loin. À un moment donné, nous allons simplement riposter violemment. Mais ce n'est pas ainsi que l'Occident fait monter la tension. Nous procédons par petits incréments, en établissant des précédents. Je me demande simplement si nous pensons que les Russes sont faibles, alors qu'en réalité, ils accumulent un arsenal d'Oreshniks ou quelque chose du genre, prêt à nous frapper. Il y a tellement de choses. Je ne sais pas. J'aimerais voir plus de certitude, comme vous l'avez dit. Plus de précision. Vous savez, fixer les règles pour la guerre par procuration, parce que tout est flou, et ça crée beaucoup de risques d'erreurs de calcul, à mon avis. La question ici n'est pas de savoir si les experts militaires occidentaux évaluent correctement le potentiel militaire de la Russie. La question est de savoir comment les experts politiques qui conseillent les dirigeants en Europe et aux États-Unis évaluent la détermination et la volonté de prendre des risques de la part des dirigeants russes. C'est là le point faible. Comme je l'ai dit, cela est parallèle à la question de savoir si ces missiles vont ou non changer la situation sur le champ de bataille. Supposons qu'ils ne le fassent pas, mais cela changera l'atmosphère politique qui alimente la guerre. S'il y a une frappe contre Saint-Pétersbourg ou contre Moscou, ce sera l'enfer dans la vie politique russe. Quant aux frappes en profondeur à l'intérieur de la Russie, elles ont déjà lieu. Comme vous l'avez mentionné au début, grâce notamment à l'aide britannique, les Ukrainiens frappent et détruisent efficacement des raffineries russes et créent des zones locales, en particulier dans le sud-ouest, d'après ce que je comprends, à Belgorod et probablement à Koursk, peut-être dans des oblasts russes voisins, où ils ont provoqué une grave pénurie de carburant. Or, cela ne reçoit pas l'attention qu'il mérite dans les médias alternatifs. En fait, cela ne reçoit aucune attention dans les médias alternatifs. Mais c'est une réalité. Alors, pourquoi la réponse de la Russie a-t-elle été d'intensifier ses frappes sur la production pétrolière ukrainienne, la production de gaz, les centres de pompage des gazoducs, et ainsi de suite? Ces frappes, bien sûr, sont dénoncées dans les médias occidentaux comme des attaques contre des infrastructures civiles. Et personne ne dit un mot sur ce à quoi elles répondent, car il existe une sorte d'omerta, une sorte de conspiration du silence, lorsqu'il s'agit de décrire sur la place publique ce qui arrive aux infrastructures russes, ce que les automobilistes russes des localités concernées comprennent parfaitement.
Pourquoi cela n'est-il pas rapporté chez nous? La question reste ouverte. Why it's not reported by us is an open question. I think the one Je pense qu'un élément clé qui pourrait déstabiliser la situation, c'est aussi l'hypothèse que nous faisons souvent en Occident, selon laquelle Poutine est un dictateur qui détient tout le pouvoir. C'est important, car si l'on pense qu'il ne va pas riposter de manière significative, qu'il va laisser passer cette affaire, comme vous l'avez dit, cela repose sur l'idée que tout dépend de lui. Mais, vous savez, il y a beaucoup d'autres forces politiques en Russie. Et si, comme vous le suggérez, ils deviennent suffisamment mécontents, cela crée une immense pression sur Poutine. J'écrivais des articles vers 2015-2016 sur le fait qu'à l'époque, l'armée et des figures clés de l'opposition considéraient Poutine comme faible parce qu'ils disaient « Nous voyons que l'OTAN, nous essayons de tendre la main, nous voyons qu'ils ne la saisissent pas. Au contraire, ils renforcent leur capacité le long de notre frontière. Ils préparent les Ukrainiens à la guerre. » Et vous savez, encore une fois, c'était en 2015-2016. L'argument principal était « Nous devrions plutôt nous préparer à la guerre, car elle arrive. » Mais oui, si on avance jusqu'à aujourd'hui, ou à 2014, il lui aurait été impossible alors de ne pas réagir. Et je pense que c'est la même chose aujourd'hui. Si nous interprétons son langage corporel ou ses paroles et pensons que nous pouvons franchir une ligne rouge, ce n'est pas nécessairement à lui d'en décider. Il y aura une demande venant du système politique pour dire que cela est inacceptable. Et je ne sais pas. Pensez-vous qu'il pourrait être fragilisé, que sa crédibilité politique pourrait être remise en cause s'il adopte une position trop conciliante? Eh bien, j'ai dit quelque chose d'indicible ces dernières semaines, qu'il pourrait être écarté du pouvoir. Oui, les gens disent « Oh, comment ça pourrait-il arriver? Qui le ferait? Il a 80% de taux de popularité. » Eh bien, il y a un an, j'aurais dit que c'était effectivement impossible. Il y avait des gens comme John Helmer qui disaient déjà à l'époque, des gens comme Paul Craig Roberts qui disaient déjà à l'époque que Poutine nous menait vers la Troisième Guerre mondiale. Dans le cas de Helmer, il prêtait attention à l'état-major général, disant qu'il y avait beaucoup de mécontentement au sein de l'état-major face à l'approche « allons-y doucement, tendons l'autre joue » de Poutine, concernant la manière dont la guerre est menée. Je n'y ai pas cru une seule seconde. Je pensais qu'Helmer obtenait des informations, s'il en obtenait vraiment, de la part de très peu de mécontents qui n'étaient pas réellement en service actif. Cependant, compte tenu de ce qui se passe actuellement, compte tenu du fait que la Russie fait face à 3 menaces majeures dont nous avons parlé dans cette émission, l'octroi de ces 145 milliards de dollars à l'Ukraine, qui peut prolonger la guerre de 3 années supplémentaires, les missiles longue portée que l'Allemagne ou les États-Unis peuvent utiliser à des fins politiques pour déstabiliser le gouvernement en créant une hystérie populaire en Russie. C'est une forme de terrorisme. Et bien sûr, il y a ce blocus dans la Baltique. Ce sont des menaces majeures. Et je comprends pourquoi des patriotes russes, proches du gouvernement, chercheraient une issue. J'ai une idée précise du lieu et des raisons. J'ai mené mon propre sondage. Votre émission, Judging Freedom, ainsi qu'une ou 2 autres émissions d'interviews alternatives très importantes, sont désormais systématiquement doublées en russe grâce à des techniques d'IA par une chaîne YouTube appelée Paruski in Russian. Et ils fournissent, en tant que chaîne YouTube, des données sur le nombre de vues, le nombre de mentions j'aime et le nombre de commentaires. Et ces chiffres sont assez importants. Mon interview du mercredi avec le juge Napolitano, la dernière fois que j'ai vérifié, comptait 68 000 vues. Il y avait environ 920 vues. Les commentaires des lecteurs,
presque tout négatif, disent que nous, les Occidentaux, sommes des idiots, que nous ne pouvons absolument pas comprendre la Russie et que leur président est le meilleur président du monde. Très bien, soit. Donc je dirais 900 remarques sur l'idée que la conduite de la guerre se passe mal. Mais 1800 pouces levés, c'est-à-dire que ceux qui étaient d'accord avec l'idée que la guerre est mal menée étaient 2 fois plus nombreux que ceux qui aiment Poutine à tout prix. Cela ne se reflète pas dans les 80% d'opinions favorables que nous donnent les sondeurs d'État russes ou les sondeurs officiels. Je suis sûr que ces chiffres sont parfaitement exacts, mais ils ne posent pas les bonnes questions. Donc, il y a, je crois, je veux dire, 75 000 personnes, c'est beaucoup. C'est bien plus que ce que prend habituellement un sondage pour connaître l'opinion publique. Et à 2 contre 1, les votes de ceux qui prennent la peine d'écrire ce qu'ils pensent, les personnes les plus actives, sont à 2 contre 1 contre la conduite de la guerre telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, pourrait-il y avoir, à des niveaux plus élevés, disons au FSB ou dans d'autres agences au sommet, quelque chose de similaire à ce que fait M. Pouchkine? Bien sûr que c'est possible. Je ne suis qu'un observateur ici, et je n'ai aucune recommandation à faire à qui que ce soit en Russie ou en dehors de la Russie sur ce qui devrait se passer. Mais je pense que nous, en Occident, en tant qu'observateurs attentifs, ne pouvons pas ignorer la possibilité qu'il soit écarté. Eh bien, je pense que jusqu'à présent, oui, c'est stable, étant donné qu'on lui attribue le mérite d'avoir sauvé la Russie. Même, vous savez, comme Gorbatchev l'a lui-même dit un jour, si ce n'avait pas été pour Poutine, la Russie aurait probablement été détruite. J'imagine qu'ils prennent aussi en compte d'autres variables. Par exemple, Moscou est aujourd'hui vraiment l'une des plus belles villes du monde. Ce n'était certainement pas le cas dans les années 90. Donc, la façon dont la Russie s'est relevée et s'est renforcée, c'est en grande partie à son crédit. Je suis d'accord avec vous, cependant. Je ressens que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec cette lente guerre d'usure. Mais il n'y a pas que les Russes. Comme je l'ai déjà dit, je parlais avec tous ces différents ambassadeurs et généraux, non seulement de Chine et d'Inde, mais aussi de l'Occident. Aucun militaire occidental, uniquement des diplomates. Mais malgré tout, il y avait une certaine confusion quant à la raison pour laquelle la Russie n'a pas tenté de frappe de décapitation. Je veux dire, ils savent où tout le monde se trouve. Ils ont leurs armes. Cela semble être une question d'intention de ne pas vouloir le faire. Mais compte tenu de toutes les souffrances humaines, tant du côté ukrainien que russe, que cette guerre engendre, et aussi du fait qu'elle nous rapproche de plus en plus de la Troisième Guerre mondiale, alors que les Européens s'impliquent désormais dans ce conflit. Il semble, oui, et bien comme plusieurs de ces responsables militaires et diplomatiques me l'ont dit, ils se demandaient, vous savez, pourquoi? Ils ne comprenaient pas pourquoi des frappes aériennes n'avaient pas plu sur les bâtiments gouvernementaux à Kiev, ce qui paraît brutal. Mais ils voyaient cela. Eh bien, quelle était l'alternative? Parce que la Russie ne peut pas y mettre fin, vous savez, ce serait une capitulation. Donc, si le choix est entre des frappes de décapitation et cette guerre d'usure lente et épuisante, pourquoi ne pas tenter une frappe de décapitation? Les Américains et les Israéliens l'ont tenté en Iran, non? Je n'ai pas vraiment la réponse à cela. Encore une fois, je ne suis pas un stratège militaire, mais c'est étrange compte tenu du nombre de victimes accumulées au cours des 3 ans et demi écoulés. Cet homme est au pouvoir depuis 25 ans. The man has been in power for 25 years. That is a very long period. C'est une très longue période. Je pense que nous assistons à la fin d'une époque. Son excellent ministre des Affaires étrangères est épuisé. Il est fatigué. Cet homme, je ne pense pas qu'il passe plus d'une nuit par semaine dans son propre lit. Il voyage sans arrêt. Les images récentes que j'ai vues de Sergueï Lavrov, cet homme est à bout.
Nous sommes donc témoins d'un phénomène de fin d'époque. Mais je ne vois pas mes pairs le reconnaître. Cela ne veut pas dire que cela va se produire. Peut-être qu'il ira jusqu'au bout de son mandat. Mais je vois des fissures et je vois un manque de résultats. Je constate un manque de vigueur dans sa réponse à ces derniers défis de l'Occident qui sont préoccupants. Yeah. No, Oui, non, je suis. what I found fascinating this year Eh bien, was, usually, ce que j'ai trouvé fascinant cette année, c'est que d'habitude, après qu'il ait prononcé ses discours chaque année au club de discussion de Valdai, les analyses finissent souvent, vous savez, tout le monde semble plus ou moins arriver à la même interprétation. Mais ce que j'ai trouvé assez unique cette année, c'est à quel point les perceptions étaient différentes. Certains y ont vu un avertissement strict à l'Occident, du genre « ne franchissez pas cette limite, c'est notre moyen de dissuasion », tandis que d'autres l'ont interprété comme étant tellement modéré qu'il pourrait simplement reculer les lignes rouges et ainsi encourager l'OTAN à intensifier. Donc c'est très... Et je ne suis jamais sorti de ces discours en me sentant aussi confus, je crois, qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas idéal quand on est un pays en guerre. On veut être très précis, on veut communiquer clairement, et ce qu'on communique doit être crédible, et il faut aussi avoir les capacités pour le soutenir. Ce sont les 3 C de la dissuasion: communication, crédibilité et capacité. Credibility and capabilities. Oui, vous étiez sur place, et votre lecture du public, ainsi que des personnalités présentes dans cette assemblée, est bien sûr la plus précieuse, bien plus que tout ce que je peux trouver à la télévision. Et pourtant, il y avait des choses qui étaient évidentes. Mais je me demande s'il n'y a pas quelque chose, encore une fois, dans sa façon de parler, parce qu'il évoque le fait que les Européens deviennent plus agressifs. Il cite les Polonais, puis il lit un poème. Il dit que Blair est une personne horrible, mais qu'il fait un bon café. Et maintenant, je me demande si dans ce discours super optimiste, amical, où tout le monde doit s'entendre, façon kumbaya, en même temps, si j'allume les infos, les Russes frappent l'Ukraine encore plus fort. Leurs attaques de missiles semblent avoir trouvé un moyen de contourner les systèmes patriotes qui n'arrivent plus à intercepter correctement. Donc la situation semble se durcir de façon spectaculaire sur le champ de bataille. Et en même temps, il semble baisser sa garde. Donc encore une fois, je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi. La situation sur le champ de bataille n'est pas entièrement couverte en Occident, et certainement pas dans les médias alternatifs. Il y a apparemment eu une contre-attaque assez importante et initialement réussie de l'Ukraine dans la région de Sumy. J'en ai très peu entendu parler. Ce que l'on voit maintenant à la télévision d'État russe, c'est la contre-contre-attaque et la façon dont ils les ont repoussés et ont repris le terrain. Ils ne décrivent jamais comment ils ont perdu. Donc, dire que c'est ainsi que les Russes écrasent vraiment les Ukrainiens, je pense que c'est pas tout à fait exact. Oui, à certains endroits, les Ukrainiens reculent. Ils ont encore beaucoup de chemin à faire pour atténuer cela. Et c'est là le point. Si 145 milliards de dollars arrivent en Ukraine, ils engageront autant de mercenaires qu'il le faudra. Ils trouveront des moyens de donner du courage à leurs soldats. Et la guerre va s'éterniser jusqu'à ce que l'Europe soit prête à combattre la Russie, ce qui sera bien trop tard. Waouh! Eh bien, merci beaucoup d'avoir partagé vos points de vue à ce sujet. Comme je l'ai dit, en discutant avec différentes personnes là-bas, leurs interprétations étaient très variées. Et je dois dire qu'il y en avait plusieurs qui penchaient également vers votre opinion, à savoir que ce n'était certainement pas ce à quoi ils s'attendaient. Donc, je ne sais pas si vous avez un dernier mot avant que nous concluions. Non, simplement une grande reconnaissance pour avoir partagé ce que vous avez vu, parce que vous étiez sur place,
et pour avoir élargi la perspective de votre public en lui offrant une variété de points de vue sur des questions qu'il devrait envisager sous de nombreux angles différents. Oui. Eh bien, à ce sujet, j'ai posé une question à Poutine sur les conséquences géopolitiques de l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN, en particulier en ce qui concerne l'Arctique et la mer Baltique. Maintenant que les tensions, enfin, que la pression monte sur Kaliningrad. Mais encore une fois, dans l'esprit de la bonne humeur, il n'a pas abordé la question de Kaliningrad. Pourtant, cela fait suite à la menace d'invasion proférée par un général américain. Donc, encore une fois, je ne sais pas si ces efforts pour détendre l'atmosphère ont conduit à ignorer une partie de la gravité de la situation. Encore une fois, je ne sais pas non plus comment interpréter le président Poutine en ce qui concerne sa prestation à ce moment-là. Mais bon, cela vaut la peine de regarder l'intégralité, même s'il parle pendant 4 heures entières. Voilà. Merci encore de nous avoir rejoints. Pas de problème.